carnet, je voudrais parler juste de ça. C'est pas mon ordinateur, c'est celui d'avant. C'est un 13 pouces, je l'aimais beaucoup, je me suis beaucoup servi à Sergi, mais le clavier est tout naze, ça pose d'autres problèmes, l'obsolescence de ces machines, alors que le processeur est encore vraiment viable, mais je me sers plutôt de celui qui est là, il est plus gros, il est plus lourd. C'est un petit peu ça aussi le thème des carnets. Est-ce qu'on est contraint, nous, à se promener avec cette espèce d'extension dans le sac à dos, c'est-à-dire toujours promener avec nous ça, alors qu'il y a des choses plus légères, il y a les iPads, il y a ce petit machin, et même souvent, c'est aussi un problème, les applications de plus en plus nombreuses qui font qu'on ne peut se servir que de ça ou de ça en association avec ça. T'achètes un billet de train, t'as la double authentification par ton machin de banque ici pour que le billet il passe là, et puis même, enfin bon, on va pas se perdre, mais pourquoi je fais ça aujourd'hui, c'est que justement je viens de passer tout un mois, quelque chose d'extrêmement banal, vivre hors de la table, hors de la bibliothèque, et donc vivre avec ça sur le dos. Pourquoi l'emmener? Et qu'est-ce que ça change par rapport à la table de travail? Le prétexte, c'était pas vraiment même ça au départ, c'était que on s'éloigne, et après tout, aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui vivent comme ça. Même pour moi, ça devient une sorte de frontière qui se déplace. C'est-à-dire, tu peux te dire, justement, puisque tout le boulot est là, n'importe où qu'il y ait connexion, que tu t'installes au bout du monde ou à quelques kilomètres, ou même comme une sorte de nomadisme chez toi. Est-ce que tu habites chez toi si tu passes ton temps à travailler sur le web via ta connexion? Quand je dis j'habite Internet. Mais tout d'un coup, cette séparation fait que j'utilisais mes instruments autrement. Je dis instrument même au sens d'instrument de musique. C'est vraiment un mot que j'emploie pas par hasard. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu es déboussolé parce que tu as plus les livres, tu as plus l'assise de la table. Et pourtant, ça aussi, je suis dans la digression, on y reste. La table, pour moi, ça n'a jamais été le lieu de l'écriture. C'est que Baudelaire n'avait pas de table chez lui. Pour moi, la question du premier jet, même ici dans la maison, c'est plutôt de prendre là l'ordi, le séparer des câbles. Autrefois même, j'avais un petit pupitre, je m'en sers beaucoup moins parce que là, si je veux enlever l'ordi de l'écran, du disque dur, là, il alimente mon petit magnétophone. Après, il va recevoir la vidéo là, que j'enregistre sur l'appareil. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'évolue avec un petit Mac, là, comme ils font là, les Mac mini, là, qui soient spécialement là pour les connexions bureau, et puis reprendre mon ordi portable. J'y pense. Mais j'y pense tout en... alors qu'il y a dessous une autre contradiction. Vous savez, attendez, hop, je l'attrape là sous la table, j'ai un petit disque que je branche le soir, c'est la fonction Time Machine, je l'ai même écrit dessus pour m'en souvenir, et qui copie une espèce d'image du Mac, c'est-à-dire qu'à la limite, vous allez, première Fnac venue, vous achetez un Mac 9, vous le déballez de sa boîte, vous branchez ça et il va démarrer en répliquant le vôtre à l'identique. On n'est plus attaché à l'objet en tant que tel. À quoi on s'attache? Par exemple, si j'étais attaché à celui-ci, c'est pour la légèreté et le petit format. Mais si je travaille sur un plus gros, c'est parce que quoi que ce soit que je fasse, même une traduction, tu vois, le texte que tu traduis, tu as la page où tu avances ta propre traduction, tu as une fenêtre dictionnaire, tu as les fenêtres web dont tu peux te servir.
tu as ton carnet de notes. Même ça, faire une simple traduction sur le petit écran, j'avais du mal. Ici, j'ai souvent l'impression même que je ne me sers pas de l'ordi, mais que mon lieu de travail, c'est, boum, la grande dalle. Et que même, à la limite, c'est ça que je voudrais emmener avec moi dans le train quand je me balade. Heureusement, c'est pas ça. Alors, digression, pour dire que c'est pas quelque chose de simple. C'est-à-dire, je peux partir avec ça, je peux photographier, je peux enregistrer, je peux publier. J'ai mon carnet de notes Ulysse, celui qui apparaît ici, même quand je touche pas l'écran, qui est synchronisé entre le téléphone et le Mac. Et ça, c'est ultra précieux. C'est-à-dire, la part création, je peux l'accomplir avec ce truc-là. Mais qu'est-ce que je perds? Je perds la vue synoptique. Quelquefois, là, je disais hier, je ne sais plus chez qui, Crouzet, je crois, que de travailler sur le téléphone, la petitesse de l'écran lui permet un rapport au détail de la phrase alors que déjà sur l'ordi, la vue synoptique, l'éloignement fait que l'attention, elle est à la mise en page, au paragraphe, à la page, pas forcément à la phrase. Et c'est là où tout d'un coup, on arrive à toucher quelque chose de vivant. Est-ce que c'est obligatoire, partout où on s'en va, de traîner ce machin-là? Et même moi, c'est pas celui-ci que j'emmène. C'est le gros, parce que n'importe où que je sois, finalement, même ces questions-là de vidéo, c'est là-dessus que j'aime les travailler. Alors, vous savez, ce poème de Baudelaire qui s'appelle Les Chimères, là, on voit cette vieille personne, des vieux bonshommes qui portent chacun sur son dos cette espèce de charge-là, qui les déchire et les griffe. Pour nous, c'est ça notre rapport à l'ordinateur. Mais peut-être que justement, j'ai été un petit peu troublé, secoué aussi, parce que depuis 2 ans, c'est beaucoup plus là que ça se passe, j'ai beaucoup moins d'activités à l'extérieur. Mais là, par exemple, cette semaine, ça va recommencer un workshop avec les Camondo. La chance que ce soit immergé dans le musée des Arts Déco. J'ai bien l'intention d'en profiter. Le sac, il est prêt. Le premier jour, on emmène 5 kilos de Gertrude Stein. Bon, qu'est-ce que je vais emporter? Dans mon sac, il y aura le gros machin. Je travaillerai dans le train. Sur place, on publiera, on échangera, on se fera des mails, je leur passerai des docs. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Le premier jour, dire tu te mets pas au boulot comme ça. En plus là, c'était retrouver les US pour raison familiale tout d'abord. Donc il y avait une sorte de rechoc de monde, choc du monde. Mais oui, tout d'un coup, cette bulle intérieure que tu te fabriques, il fallait la remettre à l'épreuve. Ça a été simplement de se dire, ces outils, ils sont là au jour le jour. Et vous savez, il y a je ne sais pas si ça fait ça sur d'autres téléphones, des fois les gens appellent ça pocket call, l'appel de poche. C'est-à-dire que vous avez mis votre truc, et là c'est facile, tu appuies sur le bouton, ça éteint l'écran, et maintenant j'ai pris le réflexe de le faire. Mais des fois tu oublies, et si tu regardes ton machin, il veut le code. Bon, et tu fais pas la reconnaissance faciale, ça c'est d'autres choses encore. Et puis là, oui, ça c'est le bouton appel téléphonique. Et s'il est dans ta poche, le frottement peut faire que ça se met à appeler des gens que tu vas les appeler 3 fois, 4 fois, alors que tu n'as pas envie du tout de leur parler, ou pas de raison du tout de les déranger, et tu reçois un message bien gentil. Ohé, pocket call. Alors, moi, j'ai mis l'icône téléphone là au milieu et pas sur le bord. Déjà, ça me protège un peu. Je fais attention de rembrayer. Mais là, tout d'un coup, j'avais eu un pocket call. Et il ne pouvait pas passer puisque aux US, j'avais débrayé les données cellulaires. Et c'était sur un ami décédé il y a 1 an. Tout d'un coup, tu appelles un mort. Et toi-même, tout d'un coup, séparé de ton monde, dans l'état de choc où tu es, là où tout d'un coup, il y a tout à refaire, à recomprendre. Et celui que tu appelles, c'est un ami mort. Alors, où c'est sur mon fichu téléphone? Il y a, sur les Macs, c'est un truc qui s'appelle Contact.
Alors, autrefois, c'était pas comme ça. Je sais que j'avais un fichier, j'ai commencé vers, ouais, je sais pas, 88, non, mais disons les premiers Mac portables, c'était vers 93. Je pense que c'est vers 96, 98 où il y avait encore une application qui s'appelait pas Contact, mais je crois que j'ai encore un fichier avec cette archive. Évidemment, je l'ai jamais j'irai la rouvrir, même si on peut y accéder via Excel ou ces machins-là, Unix. Mais c'est une application qui est synchronisée avec le Mac. C'est-à-dire ici, j'ai Contact et tiens, ça ouvre, ça me donne évidemment les numéros de téléphone, l'adresse postale, des petites notes où il peut y avoir un code ou n'importe quoi. Et c'est évidemment ultra précieux, on s'en sert tout le temps. Est-ce qu'on s'en sert comme quelque chose d'exclusif? Ben, pour moi non, parce que par exemple, je me sers peu du téléphone. Je ne décroche que si le numéro m'affiche qui m'appelle, mais si je prends mon logiciel Mail, eh ben, lui aussi comporte un répertoire, et un répertoire dans lequel je n'introduis pas les téléphones, je n'introduis pas les adresses postales, mais si je cherche ici le nouveau courrier à je rentre le nom et aussitôt j'ai l'adresse. Et ça fait un peu, non pas double emploi, c'est des usages séparés. Maintenant, c'est aussi le fait que de plus en plus, si on utilise ça, je vais utiliser Messenger, tiens, qui m'appelle, tiens, je le connais, c'est Xavier Georges qui me met un petit message. On est en train de discuter sur un atelier qui commence. Est-ce que c'est du professionnel, du privé? Bien sûr, ça part de l'amitié, on parle pourtant d'un truc de boulot. Inversement, il y a ici, là par exemple pour le workshop que je lance au MAD, on passe par WhatsApp avec Charlotte Poupon, et ça c'est pas transférable sur l'ordi. Quel bazar, hein. Vous savez l'expression de mon pote Bourrion, on est les dinosaures du futur. Mais ça veut dire que avant, tu avais un petit carnet, un petit calepin avec les adresses, et le répertoire, c'était quelque chose d'extrêmement important. Tandis que là, cette fonction téléphone, bon, elle n'est pas si importante que ça. J'ai regardé, j'avais 400 adresses répertoriées. Alors j'ai enlevé cette personne, décédée il y a 1 an, qui tout d'un coup, je l'avais appelé, et si ça avait répondu? C'est ça qui m'a troublé. Alors j'ai commencé à faire défiler, et j'ai trouvé 34 personnes décédées dans mon répertoire. La question, ça devenait non pas actualiser ou mettre au propre le répertoire, la question, ça devenait pourquoi tu n'effaces pas les morts de ton ordinateur? Or, là, c'est l'adresse postale, c'est le téléphone portable. Est-ce que la présence du nom, sachant que le téléphone portable et l'adresse n'ont plus d'incidence, est-ce que si tu effaces le mort, tu effaces quelque chose de ton rapport avec le mort? Et c'est peut-être ça aussi qui troublait en disant, mais tu gardes ce lien là, avec un tel, avec un tel, avec un tel. Quand tu vois le nom, ce dont tu te souviens, tu vois le visage, par exemple, dans l'intensité, la belle intensité vive de votre relation. Mais ce à quoi tu penses, c'est comment ça a fini, comment tu l'as appris, qu'est-ce qui s'est passé. Et il y avait cette disjonction chaque fois entre le rapport visuel, enfin c'est pas du visuel, c'est le sentiment comme tu embrasses quelqu'un, quand tu tiens à quelqu'un ou quand tu discutes, etc. Cette part extrêmement vive là, avec les mains, le corps, et puis de l'autre côté, ce savoir qui lui se focalise sur le revoir, la fin. Et j'ai décidé de les enlever. Alors, en enlevant les morts, j'ai aussi nettoyé, quel mot? Non, parce que c'est des logiciels, ça tient à rien, c'est une base de données extrêmement minime, que tu aies 20 000 noms, ou que tu en aies 400, ou comme maintenant, il doit m'en rester 160, peu importe. Mais tout d'un coup, tu t'aperçois que
telle année, tu as travaillé à Bagnolet. Et c'était déjà dans ton répertoire. Telle année, tu as travaillé à Argenteuil. C'était déjà dans ton répertoire. Tu as les noms d'étudiants qui étaient là à l'école d'art où tu as passé 5 ans. Bien entendu, jamais tu vas aller les appeler. Ou même tu peux avoir des échanges mails sur Instagram. Toujours content d'avoir des nouvelles. Mais c'est jamais par ce biais-là. Ou alors tu les réinscris. Et donc, ça... J'ai enlevé parce que quelquefois tu as même des noms de personnes, c'était la comptabilité de tel truc où tu es allé intervenir une fois ou deux. Non, c'est pas la peine d'archiver ça, même si à l'époque c'était bien important. Tu reçois un coup de fil, attendez, puis tu appuies sur le petit i et tu notes nom, prénom, et puis le lieu d'où ça appelle. Donc des noms qui, pour moi, n'évoquaient absolument plus rien dans la mémoire. Voilà. Pas plus sur cette chose-là, mais ces questions, est-ce que tu effaces quelque chose de toi parce que tu l'effaces dans la trace, c'est-à-dire ces amis disparus, t'effaces pas les emails, t'effaces pas... Premier point de ce carnet. Deuxième point, c'était lié à ça aussi. C'est-à-dire, là, tous ces temps-là, ça a été assez intense, assez complexe. Et puis, justement, j'avais cet atelier d'écriture là où on a fait 40 jours, 40 exercices. La boîte de réception du logiciel mail avait gonflé. Et... même ça, par exemple, dans ces 5 ans d'école d'art, évidemment, les mails, ça circule. Donc, c'est quelque chose comme ça. Voilà ce qui m'arrive. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, en ce moment, ça, c'est de la pub. Alors, en ce moment, pour ces questions de pub, là, depuis quelques jours, je fais un autre effort. Au lieu de mettre en message, cliquer sur indésirable pour qu'il soit, hop là, envoyé dans la case indésirable. Et vous voyez comme elle se remplit. Ça fait peur, tout ce gaspillage là de données, de transit, de bande passante. Eh bien, quand j'ai tous ces machins, là, je vais ici, se désabonner, et on s'aperçoit que très souvent, c'est annulation de l'inscription réussie. Waouh, merci. Mais de faire ça systématiquement, je pense que je vais assécher un peu, parce que souvent, c'est des espèces de bases communes. Enfin bon, peu importe. Mais... La boîte de réception de mon logiciel mail était montée, je crois, à plus à 1200, même plus. Donc c'est infernal. Donc il s'agissait simplement de prendre boîte de réception. Au lieu de passer par date de réception, je classe par envoyeur. Et puis les envoyeurs, il y a plein de messages du coup qui sont des messages techniques. Il y a même... Là, je dois faire une petite radio locale demain soir. Lundi, ici à Tours, je suis très content. L'échange avec le gars est très chouette, mais voilà, 6 emails. Une fois que ce sera passé, je pense que je pourrais les enlever. Le chantier Valenciennes avec Casper Teplitz et tout ça. Donc là, typiquement, ça concerne Valenciennes, une demande d'image, tant mieux. Eh bien, je dois avoir un dossier. Là, c'est tout ce qui concerne Tiers-Livre et le site, là, les ateliers, là, ce qui concerne l'administration, et puis tous les trucs officiels. Et puis là, j'ai le dossier Bon Teplitz, et ces 3 messages ici vont glisser dans la petite case Bon Teplitz. Tchonk, c'est fait. Et ce travail-là, j'ai l'habitude, mais là, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Tu glisses les messages de la boîte de réception vers les messages d'archives. Et puis tout d'un coup, plom, j'ai réussi à redescendre en 3 passes. Là, maintenant, il n'y en a plus que 84, même pas le 10e. Inversement, c'est ce qui permet de travailler. C'est-à-dire, tu cherches quelque chose qui concerne, par exemple, le workshop qu'on va faire là au Musée des Arts Déco, atelier, Camondo, et on est déjà à une trentaine d'emails sur ce workshop, mais c'est comme ça que le mail devient un outil de travail. Alors pourquoi ces bêtises, puisque chacun d'entre nous, on connaît ces trucs-là par cœur. Est-ce que tu as des surprises ? La surprise est venue parallèlement de Facebook, où un ami
tout le monde le connaît, Alexandre Geffen, universitaire, fondateur de Fabula, très impliqué dans les questions contemporaines, réseau et tout ça. Alex, mon cher Alex, qui fait un message et qui dit que lui, il a ses emails depuis le tout début, depuis avant 2000. Et là, pour moi, c'était ça le déclic. J'ai regardé mes plus anciens emails sur cette base-là. Or, il y a eu plusieurs évolutions. Même, je ne me suis pas toujours servi de Microsoft Office. Il y a eu une période, c'était directement sur Mac. Il y a eu d'autres périodes. Je sais que dans des transferts d'ordinateur, tu perds toute ta base. Puis qu'est-ce que ça peut faire? Et donc, pour moi, les mails... Donc, j'ai commencé en 1988. Mon premier correspondant, c'était Martin Winkler, qui avait un compte CompuServe. À l'époque, il y avait aussi Jacques Roubaud, Wanadoo, Bergogneau aussi, qui était 2004, 1984, Bergogneau, son premier Mac, puis Novarina, Deninx, et tout ça. Donc, la correspondance mail, à l'époque, c'était quelque chose qui était comme un petit peu un réseau social. C'était très peu de personnes, avec une technologie derrière qui permettait de découvrir... Mais est-ce que ça, pour moi, j'ai des archives? Non, moi, les archives, ça commence à partir de 2006. Tout ce qui est avant, c'est-à-dire quand même 88 à 2000, ça fait 12 et 6, 18. C'est-à-dire qu'il y a plus de 15 ans d'emails qui, évidemment, n'ont aucune trace matérielle. Donc là... Le petit déclic par rapport au post Facebook d'Alexandre, je me dis, dis donc, toi, t'es fort. Moi, je ne remonte pas au-delà de 2006. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'expérience, y compris d'ateliers, de textes, vers 98, 2000, 2002, 2004. Il n'y a plus de traces. Est-ce que ça a de l'importance? Non. Mais tout d'un coup, ça venait se dire... L'idée de la correspondance, c'est-à-dire là, tenez, je vais essayer de vous mettre mon doigt ici et le déplacer le long de l'étagère. Tout ça, c'est la correspondance de Howard Phillips Lovecraft. Là, si je regarde l'étagère, en face, j'ai la correspondance de Franz Kafka. De l'autre côté là, du dictionnaire, dans la pièce d'à côté, c'est la correspondance de Flaubert. Là, sur l'étagère, j'ai la correspondance de Baudelaire. C'est des outils de travail. Est-ce que nous, les mails constituent une archive qui soit un dépôt hors du travail, en écosystème par rapport à ce travail? Non, parce que si je prends là la masse de cette base de données, je classe correspondance avec Carl Dubost, vous connaissez le site lagrange.net. Il y a longtemps que j'archive la correspondance avec Carl, ou Bergou, ou Milad Douai. Malheureusement, on ne s'échange plus beaucoup avec Milad Douai. Donc pour moi, ça oui, c'est des archives de correspondance, mais qui évidemment volatiliseront. Il n'y a pas d'autres traces. Pour Bergou, j'ai un gros dossier de lettres. Bon, je les garde. Mais est-ce que j'ai maintenant un rapport quelconque avec une correspondance, un rapport épistolier avec... souvent même, quand je reçois des lettres, je les ouvre pas. Alors tout ça pour en arriver là, parce qu'il s'est greffé autre chose là-dessus. C'est-à-dire, évidemment, on pourrait imaginer... un dépôt, je sais pas, à BNF, etc., de dire, tenez, je vous donne une copie de ma base de données, je sais où elle est dans l'ordi. Ou tous les 2 ans, on ferait sur un serveur un dépôt d'une copie de sa base de données à Outlook. Non, certainement pas. Mais c'est-à-dire que c'est pas la même teneur. C'est-à-dire l'idée de la correspondance, j'imagine même que si c'est... Alors là, il y a une autre bifurcation, c'est-à-dire dans les lettres de Lovecraft, là-haut, il y a très souvent ce dispositif où lui il tape des lettres qui sont parfois longues, 10, 20, ça peut aller à 30, à 40 pages sur sa Remington, et souvent il utilise des carbones, et pour ses amis de New York, le
Calem Club, souvent les 4 carbones, les 4 exemplaires sont envoyés à 4 personnes qui elles-mêmes répondent à 4. Donc l'instance du privé et du public, elle est aussi mise en balance. Idem pour Madame de Sévigné, là il y a 300 ans. Correspondance n'est pas le statut privé de la lettre. Et je pense que si on a une correspondance de travail à ce moment-là, soit on l'archivera dans un fichier traitement de texte, soit la personne, c'est carrément le fichier PDF qu'on envoie, ou alors pourquoi pas sur un Google Drive. Moi je ne suis pas assez pratique là. Par contre, je sais que le blog Tiers-Livre commençait en 2005, et disons jusqu'en en 2015, qui pouvait servir à ça, même si beaucoup, là aussi, j'efface des tas de rubriques, beaucoup d'articles que je considère comme obsolètes. Je ne les laisse pas dans la mémoire de mon site, mais c'était une fonction de correspondance à teneur dense, mais cette teneur dense n'était pas adressée à une personne, mais à la confidentialité de ce que Stendhal nommait les happy few, c'est-à-dire les quelques personnes qui peuvent lire ton blog à cet endroit. Cette fonction carnée que je retrouve dans le blog d'Arnaud Maizetti, de Daniel Bourrion. Et là, je pense qu'on est dans une instance qui tient à ce qu'était autrefois la correspondance. En passant là à cette vidéo et cette fonction-là de dire j'entre dans les carnets et j'installe une digression sur mon utilisation des outils numériques, je pense que je reste dans ce que je cherche quand je lis, comme en ce moment, le travail sur la correspondance de Lovecraft. Alors ça c'est venu conjointement, comme souvent sur le web. C'est une personne avec qui est-ce que j'étais lié? Oui, globalement, la période Montpellier, Gilles Joannard, à l'époque Gilles, qui était quelqu'un qui s'était lancé en poésie en rencontrant René Char. Donc il y avait toute une histoire d'écriture, mais aussi d'implication dans le culturel. À l'époque, il s'occupait du Centre régional des lettres du livre de Montpellier. Il m'a proposé par exemple une résidence en Lozère, où je découvrais cette vieille Lozère, ces plateaux sur les hauteurs, un paysage absolument remarquable. Et on était là encore avec Bergogneau, Michon, dans ce partage d'expérience. Il y a un livre qui en est issu. Donc le rapport avec Gilles a toujours été confiant, correct, même si on pouvait s'opposer à l'époque, par exemple, sur les ateliers d'écriture. Et puis Gilles s'est beaucoup impliqué. Une fois tout ça passé, je parle là de 95, donc 95-2015, vous voyez, hop, 20 ans. Gilles s'est impliqué beaucoup sur Facebook. Et sur Facebook, c'était des chroniques, des souvenirs, avec, comme pour André Markovix, une autre question, dire ce travail que je fais dans le flux, mais où j'ouvre, par exemple, ce qu'était mon rapport à René Char, ou ce qu'a été tel voyage avec tel et tel auteur quand on est parti ensemble pour un échange avec la Louisiane sur la langue française là-bas. Et ça, ce contenu Facebook, dire... La question était posée par Gilles. Est-ce que ça peut devenir un livre? Markovix le fait. Pour Gilles, ça a été des fins de non-recevoir. Alors qu'en même temps, ce qu'il continuait de publier poétiquement ou par chronique, il gardait sa place dans l'édition. Mais donc ce qu'il développait sur Facebook avait une part qui, par rapport à l'œuvre poétique ou l'œuvre critique, était dans le même statut qu'on trouve là chez Baudelaire ou Lovecraft dans la correspondance, ou Proust, la correspondance par rapport, l'écosystème inclut la correspondance par rapport aux autres fonctions de l'œuvre en général. Quel que soit l'auteur, ce n'est pas des questions ni de hiérarchie, ni de positionnement, on s'en fiche complètement. Et c'est que Facebook, il y a une fonction depuis 2-3 ans où vous déclarez une personne habilitée à gérer votre site
ou prendre vos archives en cas de décès. Moi, je l'ai fait. On peut déclarer une personne, c'est un de mes fils qui aura cet accès-là. Bon, Gilles ne l'avait pas fait. Sa propre fille, absolument consciente de la nécessité qu'il y avait à récupérer cette archive, toute la partie narrative, et ça encore, c'est partiel, c'est-à-dire ça, elle a pu le récupérer. Par contre, avec Gilles, on pouvait avoir des échanges. Est-ce qu'on les faisait par mail? Non, puisque ça passait par ses textes sur Facebook. Donc on le faisait par Messenger. Pour elle, l'enjeu, c'était de récupérer la partie Messenger des archives de son père. Eh bien ça, c'est même... Alors, pardon, je crois que même c'était pas... Ça, elle a pu. La question, c'était l'email et que Gilles Joannard se servait de Gmail. Et donc Gmail, soit tu peux le travailler directement sur le serveur, et tu ouvres l'application Gmail sur ton ordi, sur ton téléphone, soit dans le cas de personnes comme moi, tu utilises Microsoft Office, Outlook, il y a d'autres systèmes. C'est pas du tout ça. Ça, par contre, je ne veux pas ouvrir ce dossier-là. Et donc, si j'ouvre même une adresse Gmail par Outlook, à ce moment-là, les emails sont transférés sur mon ordi et insérés dans cette base de données qui est interne à l'ordinateur, copiable, transférable, même si jamais je m'occupe de ça. Mais lorsqu'il s'est agi de pouvoir récupérer l'archive du compte Gmail de Gilles Joannard, son père, eh bien, d'abord Google a répondu « Ouais, mais on veut avoir l'assurance que vous êtes en position légitime de le faire. » Donc, déclaration sur l'honneur, il a fallu une déclaration notariée ou copie d'éléments notariaux, qu'elle était bien l'exécutrice testamentaire de son père. Mais Google n'était pas du tout équipé juridiquement pour reconnaître, au nom des lois américaines, un exécuteur testamentaire dans le dispositif juridique français. C'est pas du tout pareil, il n'y a pas de notaire là-bas, c'est les attorneys ou les sollicitors, tous ces machins-là, j'ai du mal à m'y retrouver. Et donc, aujourd'hui, la fille de Gilles Joannard n'a pas pu retrouver l'archive des échanges mail de son père. À la limite, vous me direz, peut-être que ça vaut mieux, c'est pas la question. Voilà, c'est juste ça. C'est 3 points. C'est la chimère de Baudelaire. Qu'est-ce qu'on fait avec nos machins sur le dos? Est-ce que c'est beau de se promener les mains libres? Voire de faire une balade même sans appareils photo, c'est la même logique aussi pour ces machins-là. Est-ce que c'est la même chose d'utiliser? Peut-être là-dessus, je voudrais finir. Là, pendant 1 mois, je me retrouvais donc sans la dalle. Est-ce que ça change le rapport de retrouver le bureau, mais le bureau nomade, l'espace délimité de ce petit cadre? Est-ce que ça, par exemple, nous refonde dans l'utilisation du linéaire, la fenêtre de traitement de texte, ou parallèlement nous rehausse dans l'utilisation du statut et du réseau ou de la publication immédiate par rapport au mode d'édition plus élaboré que la table, les câbles, les possibilités transmédia ou multimédia, mot qu'on n'emploie plus, de la table vous conduisent faire un article de blog avec sa mise en page, avec ses images, avec des liens, avec l'insert d'une vidéo. C'est le lien aussi avec les 2 points précédents, c'est-à-dire tu te retrouves avec cette légèreté, même si ce truc tu l'as constamment avec toi et que tu l'emportes, eh bien, tout d'un coup, tu te retrouves à faire ces tâches de ménage, de réorganisation, de reprendre. Ouais.
nettoyer, c'est encore le mot qui reviendrait, mais c'est pas ça, ni rationaliser, mais reconstituer l'espace privé que quand tu es à ta table, l'espace privé est autour de l'ordi et pas dans l'ordi. L'espace privé inclut ce général, y compris inclut que les amis décédés, là j'ai le CD de un tel, pas dire les noms, j'ai livre publié par un tel, etc. Donc tu gardes ça. Et si je mets un nom, par exemple Philippe Ramy, il y en a tellement d'autres, je ne veux pas intervenir, mais l'espace privé garde cette place vive du mort. On est toujours là avec nos morts, y compris parce que si tu parles de Tarkos ou de Lovecraft ou de Franz Kafka, on écrit indissociablement avec les vivants et les morts. Et t'as pas besoin, là, de les enlever du répertoire. Allez, ça suffit pour la digression d'aujourd'hui. C'est les carnets, j'ai besoin.